Salut Internet, je vous ai entendu. Encore d'autres histoires horribles. J'étais à table. Je veux un autre épisode. J'ai fait pipi dans ma poubelle et j'ai vomi dans mon pantalon. À la base, je voulais faire une sieste, mais je vais me mettre en PLS dans un coin. Je vais aller sur ta boutique qui, je suis sûr, est top. Oh, je l'adore ce commentaire. Et il a raison en plus, elle est hyper cool la boutique. Vous avez le lien en description. Bref, la vidéo, cette histoire atroce, mais bien réelle, vous avez bien plu. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'épisode 2. On commence avec un William qui n'est pas moi. Attendez, j'ai une giga idée de vidéo. Et si je faisais un jour 77 William extraordinaires dans l'histoire? Peut-être un petit peu trop mégalo, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, notre William du jour est un militaire britannique déployé en Allemagne. Le 14 mars 2005, il est allé tranquillement chez le dentiste pour une endodontie chirurgicale. Une endodontie sert évidemment à obtenir une obturation étanche du réseau canalaire qui favorisera une guérison périapicale et assurera la pérennité de la reconstitution globale de la dent. Et depuis, il pense avoir rendez-vous chez le dentiste pour une endodontie chirurgicale. Je m'explique. Depuis cette opération, William souffre d'une forme d'amnésie très particulière. Sa mémoire courte fonctionne, mais c'est tout. Au-delà des dernières 90 minutes, il oublie. Les médecins ne comprennent pas trop ce qui s'est passé pendant l'opération. Ils ont d'abord pensé à une hémorragie cérébrale causée par l'anesthésie, mais ils n'en ont trouvé aucune trace. En Grande-Bretagne, William est suivi par plusieurs experts et malgré beaucoup d'examens, de scanners, de tests en tout genre, le mystère plane toujours. On ne sait pas pourquoi sa mémoire est détraquée. Et depuis, tous les matins, William se réveille le 14 mars 2005, pensant avoir un rendez-vous chez le dentiste à 13h40. Et tous les matins, il découvre la situation en ouvrant son téléphone et en voyant une note écrite par sa femme. First thing, read this. Tous les jours, William pense que ses enfants ont 11 et 8 ans, alors qu'ils ont quand même bien grandi depuis. La seule chose qu'il a retenue sur toutes ces années passées, c'est la mort de son père. Les médecins pensent que l'émotion forte causée par une telle perte s'est ancrée dans la mémoire malgré tout. Je sais pas si vous imaginez, vous réveillez tous les matins dans le passé, savoir que quoi que vous allez faire dans la journée, vous allez tout oublier, c'est horrible. Et j'ai vraiment pas dû rassurer les phobiques des dentistes en tout cas. En 2007, Carlos Camejo, un Vénézuélien de 33 ans, meurt dans un accident de voiture sur l'autoroute. Les médecins de l'hôpital déclarent le décès, préviennent sa femme et le cadavre est emmené pour sa remise en forme avec les préposés à la morgue. Quelle ne fut pas la surprise des deux professionnels quand Carlos s'est mis à saigner. Parce qu'une fois mort, vous ne saignez plus. Le cœur marche plus, le sang circule plus, il s'épaissit, il forme des caillots, il sort des vaisseaux, vous ne pouvez plus saigner. Donc forcément, quand les préposés à la morgue donnent le premier coup de scalpel et que du sang coule, ils s'inquiètent. À raison. Dès que le visage de Carlos commence à saigner, ils savent qu'il y a un problème et recousent l'incision immédiatement. C'est alors que le cadavre se réveille à cause d'une douleur insupportable, sûrement celle d'être découpé vivant, puis recousu à vif. Autant vous dire que sa femme a été plutôt surprise en se rendant à la morgue pour reconnaître le corps de Carlos et le trouver bien vivant dans le couloir. Non vraiment, c'est l'angoisse un peu. Plus je fais des recherches pour ce genre de vidéos, plus je retrouve des cas de personnes déclarées mortes alors que non. Il y en a eu combien des enterrés vivants par erreur dans l'histoire là ? Ok, cette histoire est complètement folle, mais malheureusement, le nom de la personne concernée n'a jamais été révélé dans la presse. Donc, Google. Prénom au hasard, on veut une fille, ouais, un prénom rare, let's go. Guillemette. Nous sommes donc en 1984 et Guillemette est tranquillement chez elle, en train de bouquiner. Elle a sûrement un plaid sur ses genoux, un chat qui dort à ses pieds, peut-être une odeur de cookies qui vient de la cuisine. Non mais, c'est important de s'imaginer un contexte, les amis. Elle lit son livre tranquille quand tout à coup, elle entend une voix qui lui dit « S'il te plaît, n'aie pas peur. Je sais que ça doit être choquant pour toi de m'entendre te parler comme ça, mais c'est la façon la plus simple à laquelle j'ai pensé. Mon ami et moi avons travaillé à l'hôpital pour enfants et nous aimerions t'aider. » Clairement, Guillemette est bad, et je la comprends. Elle fonce donc à l'hôpital, enchaîne de nombreux examens, des évaluations psychiatriques, et le pire c'est que la voix continue de lui parler pendant tous ces examens médicaux pour la rassurer et la guider. Le flip! Arrive finalement le diagnostic final. Guillemette a une tumeur au cerveau. Elle est enlevée par chirurgie et en se réveillant, Guillemette a entendu une dernière fois la voix lui dire « Nous sommes heureux de t'avoir aidé. Au revoir. » Et depuis, plus rien. Son histoire est détaillée dans le British Medical Journal. Je vous mets le lien en description. Est-ce que je suis le seul à avoir des frissons là ? Nous sommes en août 1870, au tout début de la guerre franco-allemande de 1870-1871. La France
contre la Prusse. En Dordogne, dans le tout petit village de Hautefeuille, Camille de Maillard de Lafaille lit les journaux et apprend que l'armée française a perdu la bataille de Reinshofen. Il en fait immédiatement part à des habitants de Hautefeuille pendant la foire annuelle aux bestiaux du village. Mais ceux-ci, et me demandez pas comment ou pourquoi, le prennent pour un partisan prussien et commencent à l'agresser. Heureusement, Camille parvient à prendre la fuite. Arrive ensuite à la foire notre protagoniste, Alain de Moneille, cousin de Camille. Il apprend l'incident et défend son cousin, c'est normal, il est persuadé que c'est une méprise. Malheureusement, la foule s'échauffe, des accusations sans fondement se multiplient, des hommes s'emparent de bâtons et Alain est lynché. Malgré 2 personnes qui essaient de le cacher dans la cour de la mairie, puis dans une étable, les villageois parviennent à le retrouver et à le traîner dans un champ proche de la foire. Il est alors brûlé vif. Sa torture dure en tout 4 heures avant son décès. 21 personnes sont arrêtées par les gendarmes et sont jugées par le tribunal de Périgueux en décembre de la même année. 4 sont condamnés à mort, les 17 autres ont des peines de prison ou quelques années de travaux forcés. Chicago, quartier de Bucktown, 25 juillet 2016, 3h30 du matin. Jack et Jordan dorment devant leur télé, sur leur canapé. Avant de s'endormir, si ça vous intéresse, ils regardaient la saison 1 de Mr. Robot. Ce qui ajoute un petit peu à l'angoisse, c'est pas la petite maison dans la prairie en termes d'ambiance. Et là-haut, à l'étage, c'est pas un ami de la famille, c'est un cambrioleur. Le couple avait oublié de fermer la porte de leur balcon, point d'entrée du malfaiteur. Et chose hyper creepy, le mec n'a pas bougé pendant 15 minutes, juste au-dessus d'eux. Je te mets en accéléré, c'est hyper flippant. Il a bien vu qu'il dormait là, mais non, il est resté posé dans les escaliers, il est fixe, il regarde le couple ou la télé. Moi je pense qu'il regarde la télé, je me dis que peut-être qu'il suivait aussi Mr. Robot et qu'il s'est laissé entraîner par l'épisode. Bon, il a quand même fini par partir sans faire aucun bruit. C'est seulement le lendemain matin, lorsque Jordan ne retrouve plus son sac à main, que le couple regarde les images de leur système de surveillance en espérant voir où elle l'avait posé et découvre qu'ils avaient eu en fait de la visite. Ça, vraiment, c'est le genre d'histoire qui te fait devenir complètement parano. Joseph Kennedy Sr. et Rose Kennedy ont 9 enfants. Joseph Jr., John, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean, Edward. On connaît tous évidemment leur second fils, John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis, mais on connaît un petit peu moins leur première fille, 3e enfant du couple, Rosemary Kennedy. Sa naissance fut pour le moins chaotique. Alors que sa tête était engagée, la sage-femme a demandé à la maman de quick serrer les jambes parce que le médecin n'était pas disponible tout de suite visiblement, et ce pendant 2 heures. Rosemary aurait manqué d'oxygène et cet accident aurait provoqué un retard de développement chez l'enfant. Elle est plutôt calme et obéissante jusqu'à l'âge de 22 ans, moment où elle commence à faire de plus en plus de crises de colère et d'hystérie d'après ses parents et ses tuteurs, et devient extrêmement violente quand elle est furieuse. Les médecins diagnostiquent des troubles de l'humeur et de la personnalité et prescrivent du Doliprane. Pas du tout, ils prescrivent une lobotomie pour calmer ses crises. L'opération a lieu en novembre 1941 alors qu'elle n'a que 23 ans avec le seul accord de son père. Sa mère sera mise au courant qu'après l'opération. Sympa les années 40. Malheureusement, ça n'a absolument pas l'effet escompté. Rosemary devient incapable de s'exprimer, elle se retrouve avec l'âge mental d'un enfant de 2 ans et est complètement incontinente. Elle devient alors isolée du reste de la famille, cachée du grand public, jusqu'à la mort de son père. Sa lobotomie ratée est rendue publique en 1987. Elle meurt finalement en 2005 après avoir vécu toute sa vie recluse. L'esclavage est aboli sur tout le territoire des États-Unis en 1865 à la fin de la guerre de sécession. Cependant, les États du Sud n'étaient vraiment pas contents et le compromis de 1877 enlève tout pouvoir fédéral sur ceux-ci. C'est le début de la ségrégation raciale. Et ce contexte historique est très important pour notre prochaine histoire. Nous sommes en 1918 dans le sud de la Géorgie, qui faisait partie de la Confédération sudiste pendant la guerre de sécession. C'est un État du Sud, ségrégation raciale, tout ça. Je résume énormément, mais vous comprenez. Tout commence avec le meurtre de Hampton Smith, propriétaire de la plantation Old Joyce Place. C'était un homme très cruel avec ses employés, dont Sidney Johnson faisait partie, et Johnson, à bout, a fini par tuer Smith. S'ensuit alors une chasse à l'homme terrible par une foule de personnes blanches très vénères. En tout, 13 Afro-Américains ont été torturés et assassinés les 2 dernières semaines du mois de mai 1918. Parmi eux, Mary Turner et son mari Hayes Turner, dont la fin est plus que tragique. Hayes avait eu des mots avec Smith
Smith suite au coup qu'il avait porté sur sa femme. Smith l'avait alors fait condamner aux travaux forcés. On se dit que c'est un coupable idéal. Hayes est tué le surlendemain du meurtre de Smith. Lynché par la foule, puis pendu, à tort. Sa femme Mary, enceinte de 8 mois, menace la foule meurtrière de les faire arrêter pour leurs crimes. Et il décide de se retourner contre elle. Lui font subir des atrocités que je ne décrirai pas ici et crible son corps de centaines de balles. Cette histoire terrible n'est reconnue aux États-Unis que depuis 1998, 80 ans plus tard. C'est hyper flippant, le fait en lui-même et d'avoir attendu aussi longtemps. Alors, vous avez tenu le choc, ça va? Maintenant que vous avez vu ce deuxième épisode, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. J'ai tenu compte de vos avis et j'ai fait en sorte qu'il soit un petit peu moins traumatisant. En plus, vous le savez, vos commentaires sont une bénédiction pour l'algorithme de YouTube qui change tout le temps. Donc, pour soutenir la chaîne, le meilleur moyen, c'est de faire les 4 sacrés LAPC, liker, s'abonner, partager, commenter. Moi, je vous dis à samedi prochain, 17h17. Salut Internet.